Salut et bienvenue sur Anacaland pour le retour en grande pompe de La Roue du Temps sur Prime Video. En effet, la saison 3 vient de débarquer avec pas moins de 3 épisodes. Sauf que dans cette vidéo, je traiterai uniquement le premier. Déjà parce que j'ai un peu de boulot, il faut quand même que je mette au travail aujourd'hui. Ce serait peut-être une bonne idée. Et surtout car l'épisode est quand même assez riche, donc il y a suffisamment à dire, je pense, sur ce début de saison. Et du coup, je comprends pas pourquoi ils en ont mis 3. Après, j'ai pas encore vu les deux autres, donc peut-être qu'ils se valent pas forcément en termes de qualité. Mais du coup, je vous ferai la vidéo probablement ce soir ou demain matin et vous l'aurez demain. Dès que possible. Donc n'hésitez pas, si c'est pas encore fait, à vous abonner pour pas rater la prochaine vidéo. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous préférez que j'englobe plusieurs épisodes, même quand il y a beaucoup de choses à raconter, à dire, quitte à avoir une vidéo très longue, ou est-ce que vous préférez qu'on divise par épisode, tout ça? N'hésitez pas à me le dire. Comme ça, je pourrais aviser pour la semaine prochaine, vu que je sais toujours pas, je me suis pas renseigné s'il allait y avoir 2, 3, 25 épisodes qui allaient sortir la semaine prochaine. Donc dites-moi en commentaire, ça me permettra peut-être de m'organiser et de faire quelque chose qui vous correspond un peu mieux. Voilà, et du coup tant qu'à faire, si ce n'est pas déjà fait, donc abonnez-vous, un petit like si la vidéo vous plaît, et dites-moi en commentaire aussi ce que vous avez pensé de ce premier épisode. Et évidemment, si la mémoire est encore un peu défaillante, comme j'avoue c'est mon cas, les saisons précédentes je me rappelle pas forcément de tout, mais ça va revenir au fur et à mesure. Et même les bouquins, je crois même qu'on a dépassé ce que j'avais lu, parce que j'ai pas, évidemment, je crois que j'en avais déjà parlé, hein, mais j'avais pas tout lu. Donc si jamais même vous voulez faire une petite mise à jour, j'avais fait des vidéos récap plus ou moins analytiques il y a un moment, mais elles sont disponibles, je vous les mets là, je vous mets la playlist. Hors de question que tu échoues encore. Alors, rapidement, donc dans cet épisode, on retrouve nos personnages à peu près un mois après la fin de la saison 2, donc la grosse bataille avec notamment l'avènement officiel du dragon, à savoir Rand. On les retrouve à Tar Valon, si je dis pas de bêtises, donc la ville avec la tour des Aes Sedai et compagnie. Et justement, l'épisode s'ouvre, avant même nos personnages principaux, on a droit à une bonne séquence. Vraiment sympa, avec justement la trahison, la presque prise de pouvoir entre guillemets, le putsch de l'Aja Noir, avec donc la Sedai rouge qu'on suit donc quasiment depuis le début de la série, que bizarrement on n'a jamais été étonné dans la saison 2 quand on a découvert que c'était une traîtresse. Elle aime tellement les hommes que ça en était trop extrême justement. Encore une fois, le débat sur l'extrême quand on n'est plus capable de voir de la nuance chez l'adversaire. Et donc prise de pouvoir et petit twist entre guillemets, surprise, c'est qu'elle est loin d'être seule et qu'elle a vraiment corrompu les plus hautes Aes Sedai de chaque Aja quasiment, puisqu'on a des jaunes, des vertes, des bleues, on a une grise aussi je crois. Donc il y a du monde au final qui a trahi, ça part en cacahuète avec des scènes très sympas, effets spéciaux toujours de qualité, on est toujours sur le même niveau, à part 2-3 petits détails, notamment sur une scène quand elles sont à l'extérieur de la tour et qu'il y a les dalles du sol qui explosent en même temps qu'elle balance un sort. On a un mélange du coup d'effets numériques et pratiques, et je trouve que le mix des deux marche pas de ouf, mais c'est vraiment sur deux plans, deux axes de caméra, voilà, donc honnêtement c'est vraiment un détail pour chipoter. Mais donc on a une bataille qui vraiment a un très gros coup humain et même sur le moral et tout des gentils entre guillemets. J'ai même cru que le poids serait plus important à payer. Je trouve que c'était quand même cohérent. On n'a pas non plus de Deus Ex Machina ou quoi qui sort au dernier moment. On a vraiment les trahisons qui sortent très bien, comme comment elle s'appelle, c'est une Aja marron je crois, qui vole les objets, qui trahit au dernier moment, genre en mode ah mais enfin j'ai pu avoir besoin d'écouter ta rengaine et tout, bim, en plus elle efface la mémoire, j'ai pas très bien compris encore ce qu'elle avait fait à l'autre, mais il y aura forcément des conséquences plus tard, peut-être parce que justement elle avait des connaissances, ou c'est juste une espèce de punition envers la chef de l'Aja rouge, la meuf qu'elle supportait plus, en mode j'efface la mémoire de, comme elle dit, la femme la plus intelligente, et en même temps ta girlfriend, ta copine, du coup c'est genre punition un peu suprême, elle est toujours là, mais c'est plus la personne que tu connais, elle sert plus à rien, même en plus dans la bataille et tout. Donc j'ai trouvé ça vraiment pas mal. En plus, les chara design, bon là ils sont vraiment partis à fond dans la diversité et tout, mais c'est cool parce qu'on a vraiment des chara design je sais pas si on peut dire chara design pour quand on n'est pas dans un jeu vidéo, mais en gros ouais, j'ai bien aimé justement un peu toutes ces Aes Sedai qui rejoignent l'Aja Noir. Elles ont vraiment toutes des caractéristiques assez stylées, genre il y en a qui sont plus offensives, plus défensives, plus soigneuses, plus intellectuelles et tout, et je trouve que là pour le coup c'est assez sympa. Les Avengers de l'Aja Noir, j'ai trouvé ça sympa, même s'il y en a la moitié au final qui ont clamsé. Et pareil, je me rappelle pas son nom, mais bref, la chef là, de l'Aja Noir, la blonde,
blonde là, elle est vraiment increvable parce qu'elle en prend plein la tête. Bon après ok elle se fait soigner une fois ou deux, mais genre elle crache du sang, elle se fait transpercer et tout, et elle est encore debout à marcher et tout, donc franchement badass. Mais ça c'est les pouvoirs du ténébreux évidemment. Et justement dans le dénouement, on a donc la doyenne qui se fait sauver notamment par Moiraine, et bon évidemment elle allait sauver elle et pas les poursuivre, sinon l'histoire elle est un peu terminée. Mais c'est surtout, je m'attendais en fait à ce que la doyenne meure à ce moment-là, parce que comme je vous dis en plus je suis pas arrivé jusque là dans les bouquins et tout, mais par rapport au pacte j'en avais déjà parlé il me semble dans l'analyse de la saison 2, mais elles ont fait un pacte, enfin elle lui a imposé un pacte où elle lui a dit tu ne reviendras pas à la tour en gros jusqu'à nouvel ordre. Elle a pas dit jusqu'à ma mort, elle a pas dit jusqu'à machin et tout, et je m'attends vraiment à ce qu'elle meure avant d'annuler le pacte, et que du coup Moiraine elle puisse plus jamais revenir à la tour, donc elle pourra pas devenir la nouvelle doyenne, elle pourra pas quoi que ce soit, elle pourra pas voilà, enfin bref elle est condamnée à ne plus jamais revenir à la tour. Bizarrement je trouve que le feeling est toujours là, c'est un des rares trucs dont je me rappelle vraiment de la saison 2, enfin en tout cas de ma vidéo de la saison 2. Donc on a vraiment voilà une espèce de chamboulement au niveau des paradigmes de l'univers, puisque les Aes Sedai c'est censé vraiment être une organisation toute puissante, et là elles ont perdu une grosse partie de leurs effectifs, de leur crédibilité et de leur pouvoir. Et en plus, parmi les meilleures d'entre elles, elles sont parties chez l'Agent Noir. Donc on verra vraiment quels sont les enjeux par rapport à cet Agent Noir. Mais je pense que ça va envoyer du pâté. Surtout que là, clairement, on est dans une dynamique au niveau de cet épisode et de cette saison, je pense, parce que là, l'épisode prépare à ça, où chacun va faire sa part dans la préparation de la guerre, puisque là on est vraiment sur la dernière ligne droite entre guillemets avant la guerre. Les camps sont déclarés, chaque groupe va devoir déclarer son allégeance soit aux ténèbres, soit à la lumière, enfin soit au dragon, parce qu'il y a encore toujours ce doute évidemment qui j'espère sera bien exploité, au mieux en tout cas d'ambivalence par rapport à Rand, même avec son hésitation, j'en parle un peu plus tard au niveau émotionnel et sentimental. Sinon vite fait, donc quand on retrouve après nos personnages, ils se cachent des Aes Sedai et tout parce que le dragon et qu'elles n'ont pas voulu le reconnaître, tout ça. Il y a juste Nynaeve et Gwen qui, elles, reprennent contact avec la tour en mode on voudrait être un peu plus forte, on a besoin de la bague pour être officiellement machin, enfin bref. Des trucs de politique un peu pour les retenir, pour donner des bonnes raisons entre guillemets de les retenir. Ce qui d'ailleurs va marcher puisqu'elles ont effectivement besoin de s'améliorer. J'en avais déjà parlé notamment dans la saison 2 où les meufs elles sont toutes les deux ultra cheatées alors qu'elles ont suivi 2 jours d'entraînement, voilà. Et justement là au niveau de leur développement je trouve que c'est vraiment cool. Bon Nynaeve pas encore de ouf, même s'il y a toujours ce truc de la relation avec Lan que je trouve un peu cheesy, un peu gnangnan, même si ils ont quand même l'air vraiment amoureux comparé à Egwene et Rand qui depuis le début de la saison je trouve que c'est très flat, très fade comme relation amoureuse. Donc clairement pour moi ils sont vraiment pas faits pour c'est pas leur destin, sinon franchement vive le bonheur quoi, si c'est ça l'amour. Mais bref, et donc de ce côté Nynaeve qui voilà a toujours cette relation avec Lan qui va forcément mener à quelque chose. Elle a perdu ses pouvoirs aussi, enfin en tout cas elle a plus accès à la source pour le moment, donc parce qu'elle doute et tout ça, voilà, donc parce qu'elle est trop forte et que son propre pouvoir lui fait peur. Bon ça c'est les mêmes thématiques qu'explorer en fin de saison 2, mais là où j'ai vraiment trouvé ça intéressant, j'en avais déjà parlé justement au niveau de la saison 2 et j'espère que ça va même aller encore plus fort de son côté pour la suite, c'est que Egwene elle est toujours torturée par sa période d'esclavage, tout ça dans la saison précédente, passage que j'avais trouvé vraiment cool, vraiment super bien. Enfin, je me suis senti impliqué en fait dans ces séquences, dans ces scènes, donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant, même si comme je vous l'avais dit, le personnage d'Egwene c'est loin d'être un de mes personnages préférés dans la série, mais là pour le coup il y avait des enjeux et des thématiques qui étaient hyper intéressantes, et là on voit qu'elle est toujours torturée. Par exemple elle parle du fait que quand elle est avec Rand, dès qu'il la touche, qu'il s'embrasse, que machin, elle a des visions, des flashbacks de sa torture par l'autre Rain, un truc comme ça, enfin bref, par sa tortionnaire en gros qui sa maîtresse qu'il avait esclavagisée. Et en fait c'est tout simplement que dès qu'elle ressent un peu de bonheur ou qu'elle se laisse aller au plaisir ou quoi que ce soit, boum, elle a des flashbacks de ça. Donc c'est vraiment le stress post-traumatique dans la définition, et ça je trouve ça cool, mais j'espère vraiment que ça va être développé et pas uniquement au niveau de sa relation avec Rand qui, comme je vous l'ai dit, est un peu fadasse, à moins que justement ça lui donne un peu d'importance, même si là il y a en plus l'histoire avec Selene qui est revenue, donc il va y avoir des bails par rapport à ça, mais bon voilà. Mais surtout j'espère que ce trauma va avec ses cauchemars, ses rêves, peu importe, ça va peut-être justement elle aussi l'amener à glisser un petit peu, peut-être même à se faire
presque convaincre. Bref, j'espère qu'il y aura une ambivalence avec ça et qu'elle va pas juste rester la Marisu, la meuf super puissante, trop badass, qui fait toujours les bons choix et qui arrive toujours au bon moment, comme un peu trop dans la saison 2, je trouve. Donc voilà, il me semble même qu'elle nous avait fait un move comme ça un peu déjà dans la saison 1 où c'était Nynaeve, je crois, qui avait fait ça dans la saison 1. Bref, des meufs un peu trop cheatées qui justement là vont enfin passer par la case entraînement, c'est cool, par la case remise en question aussi, et avec un peu de, notamment pour Egwene, un peu de darkness, de ténèbres justement qui vont peut-être apparaître en elle et donc la tenter vers le ténébreux, tout ça. Donc ça j'aime bien, moi j'aime bien, de toute façon j'en ai déjà parlé plein de fois sur la chaîne, j'adore les personnages ambivalents qui sont presque à deux doigts de sombrer ou qui étaient un peu méchants et qui deviennent finalement un peu gentils. Mais ça c'est tout simplement parce que c'est mon amour pour Vegeta et Piccolo depuis tout gamin en fait, c'est juste ça. Et évidemment pour terminer entre guillemets la réintroduction en saison 3 là, de Egwene et tout ça, elle va passer les épreuves qu'avait passé Nynaeve dans la saison précédente. Elle va du coup devoir faire 3 visions. Et justement, c'était étonnant parce qu'on envoie une et puis elle ressort et puis on se dit oh, un peu trop facile et tout, mais bon, heureusement. Je pense qu'il y a peut-être des choses qu'on sait pas encore, peut-être on les verra justement dans ces flashbacks ou quoi, parce que je trouve ça un peu trop facile, surtout que là, la vision, je l'ai même trouvé un peu ridicule, surtout les trois là, Egwene, Elaine et Nynaeve, habillées en Aes Sedai, dont elle qui est en doyenne, et puis en plus, chère d'Amerlin, en plus ils ont voulu les vieillir un peu pour leur donner ce côté mature et je les ai trouvés vraiment ridicules. On aurait dit des costumes des années 70-80 dans des vieux machins de fantasy en plastique là. J'ai trouvé ça un peu ridicule. Au final, il y avait Rand qui tenait la route. Bon, il est recouvert de sang donc c'est un peu facile. Mais la vision, elle avait pas forcément d'enjeu. Ok, elle a peur que Rand devienne le dragon méchant, ténébreux, peu importe, et qui finisse par trahir ses amis, par trahir la lumière et tout. Ok, ça c'est presque évident. On a envie de dire ouais. Genre t'as pas plus profond comme trauma et tout, mais évidemment il y a forcément eu une vision, je pense. En plus elle refuse d'en parler à Rand et de tout simplement de lui dire oui ça s'est bien passé ou quoi, donc c'est que forcément on n'a pas tout vu, mais il y a forcément eu une vision où elle était avec sa reine là ou quoi que ce soit, j'en sais rien, enfin il y a forcément un lien avec ça, sinon c'est que vraiment c'était une occasion manquée. Et donc du coup on la voit sortir, donc là moi je me suis dit est-ce qu'elle est vraiment sortie, est-ce qu'elle est pas vraiment sortie, ben en fait si, et elle obtient sa bague d'apprenti, d'initié, un truc comme ça. Donc bref, elle obtient sa bague, donc elle est officiellement Aes Sedai, donc elle peut partir sans être bannie définitivement. Et du coup, elle décide de partir. Et elle veut partir parce qu'elle dit que effectivement, elle a pas forcément tort. Elle dit qu'elle sert la lumière et non pas la tour, puisque au final, la tour, il y a aussi ces trucs de pouvoir, de politique, de tout ça. Il y a des factions, d'autant plus après ce qui s'est passé avec l'Agent Noir et tout. Donc elle a pas forcément tort, même si Nynaeve, quand elle dit oui, moi j'ai la bague, je peux l'entraîner, bof, surtout que t'as plus tes pouvoirs. Donc évidemment, ça se solde par, à la fin, la prise de conscience qu'il faut plus de pouvoir, plus de skills, plus de connaissances, plus de tout ça pour pouvoir les aider justement. Donc elles vont rester, ou en tout cas il y en a une des deux, c'est Nynaeve qui va rester pour s'entraîner tout ça, et Egwene elle va probablement, si elle part avec eux vraiment, suivre son entraînement plus ou moins avec Moiraine. Donc ça on verra, même si j'ai quand même très peur que ça parte vraiment sur le truc de leur relation amoureuse et tout, plus que sur Egwene qui va devenir vraiment une Aes Sedai à proprement parler. Bref. Sinon donc au niveau des personnages, il y a Perrine qui est toujours plus ou moins au même point, on sent qu'il a envie de partir, de retourner avec eux, je me souviens plus trop, dites-moi en commentaire, je me souviens plus, je sais qu'il y a son histoire de loup, machin et tout, mais bon, il avait rencontré les Aiel avant même les autres, donc j'ai pas encore bien compris les bails de où il voulait repartir, à moins que ce soit juste dans les bois avec ses copains loups, pourquoi pas. Et sinon par contre j'ai bien aimé Matt, même si comme j'en avais déjà parlé, j'avais pas forcément kiffé le changement d'acteur, là je trouve que bon, il a un petit côté un peu plus solaire, donc ça fonctionne mieux que quand il était dans le mal dans la saison 2, il a retrouvé plus ou moins sa bonne humeur et son humour, même si on voit qu'il est toujours torturé, plus vraiment corrompu comme il avait pu l'être avant, mais plus torturé, surtout qu'on voit qu'il parle d'une langue ancienne par rapport au corps aussi qu'il a chopé, donc on a le fait qu'il est plus ou moins hanté par tous les esprits qui sont connectés au corps, qui sont apparus dans la saison 2 quand il les a invoqués en soufflant dedans, machin, bref, tout ça. Il se met même donc à parler cette langue ancienne, il a des souvenirs un peu chelous. Donc clairement il y a aussi du potentiel à ce niveau-là, surtout qu'on n'est plus sur le basique, il est en train de sombrer dans les ténèbres, machin, même si on sait que le personnage est clairement très sensible à ça. Donc pareil, intéressant, surtout qu'il décide lui aussi de rester dans la ville, près de la tour, avec Nynaeve notamment, donc il va y avoir peut-être un peu leur relation très amicale, un peu presque maternelle entre Nynaeve et Matt, qui va se développer tout en même temps. Lui, il va forcément utiliser ses souvenirs, ses trucs à un moment, ça se trouve il y aura besoin de quelqu'un qui parle la langue ancienne, et genre, oh moi je la connais, sans raison mais je la connais, donc voilà, il y aura peut-être des trucs comme ça. Autre personnage aussi, on a Elaine, l'espèce de princesse qui était venue s'entraîner pour être Aes Sedai dans la saison précédente,
précédente et qui s'est un peu greffée au groupe par la force du hasard, qui du coup est vraiment du coup dans la team. C'est vrai qu'elle a un côté un petit peu Aiel sur les bords. On a une discussion évidemment empreinte de tension charnelle qui amène évidemment à une scène d'amour entre les deux filles. Pourquoi pas, il n'y a aucun souci. De toute façon, cette série transpire le féminisme et même presque le féminisme 2.0. Donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Presque les mecs sont pour le coup, sont vraiment des tokens et des objets. À part Rand, et encore, il essaye un peu de se rebeller dans cet épisode, mais Moiraine, elle tient toujours tout le monde d'une main ferme. Donc on est clairement toujours sur une série Woman Power plus, même si on est quand même un peu moins sur le féminisme toxique, un mot qui avait fait rager les gens alors que c'était juste une expression pour trigger. Mais voilà, dans la première saison, ça sentait vraiment... C'était un peu trop. C'était pour montrer ce côté, les femmes au pouvoir, on avait un peu trop marché sur la gueule de certains personnages masculins, ce qui était dommage. Et puis même les personnages vraiment sympas masculins ont disparu assez vite de la série. Donc ça, c'est une autre histoire. Et donc la petite princesse là, toute mignonne, qui... elle est une princesse, donc de la noblesse, qui connaît les tracas un peu du pouvoir et tout, on n'a pas vu malheureusement vraiment leur rencontre et tout, comment s'est créée leur relation, donc c'est un peu étrange le fait qu'elle se permette d'être aussi proche de lui et tout, mais en même temps elle a pas tort, et puis en même temps elle est noble, lui c'est un pouilleux, même si c'est le dragon, donc pourquoi pas. Puis en plus il y a un passif au niveau de sa famille avec le dragon et tout, donc il n'y a aucun souci. Mais donc elle lui explique plus ou moins un peu les tracas du pouvoir, les choix qu'il va devoir faire, les compromis, le fait que quand tu fais un truc pour certaines personnes, il y a forcément des gens qui sont lésés, et que c'est forcément ça le jeu du pouvoir et tout. Donc intéressant à voir s'il y a un peu plus de développement au niveau de Rand et peut-être même d'Elaine au niveau de justement cette notion de pouvoir et de gestion du pouvoir, surtout quand il est aussi impressionnant. On a évidemment, quand on parle de pouvoir concret là cette fois, Rand qui utilise son pouvoir à un moment là pour casser les miroirs, tout ça, on voit qu'il n'est pas encore en maîtrise totale malgré ce que vous nous avez plus ou moins fait croire la fin de la saison 2, donc toujours très intéressant de voir qu'il va continuer à être entre les deux, même s'il faut que la série au bout d'un moment avance, et je pense que cette saison 3 va quand même nous montrer pas mal de choses. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils séparent les personnages, pour faire avancer différentes intrigues en même temps, avec les différentes factions, les différentes armées qui vont s'affronter, les différentes batailles aussi. Donc je pense que c'est vers ça que ça va nous amener, donc le fait que Rand soit toujours un peu le cul entre deux chaises comme on dit, va nourrir tout ça, surtout qu'on a le retour justement de Selene qui n'a plus l'air si antagoniste. Tiens, c'est étonnant, elle serait vraiment amoureuse de Rand, c'est bizarre. J'en avais parlé dans la vidéo d'avant, il me semble, c'est pour ça que je dis ça, mais en gros elle est là, et elle carrément elle propose un plan qui a pas l'air si bête pour forcer la main un peu de Rand, et Moiraine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle accepte, puisqu'à la fin on voit, c'était un peu cramé, puisqu'on voit pendant cette espèce de nuit de l'enfer où tout le monde se fait attaquer, que Moiraine elle est en mode non, Lan ne va pas les aider et tout, donc clairement c'était cramé que c'était elle, sauf que c'était pas vraiment elle, c'était sa complice, à savoir Selene, avec des petites magies un peu sympas, genre des reflets de Rand qui sortent des miroirs, qui les attaquent et tout, en les blessant pas grièvement au final, donc ça c'était la partie piège. On a la carte qui hypnotise Matt et qui le rend plus ou moins inutile, et de l'autre côté on a la hache qui devient folle et qui attaque tout le monde et tout, avec Perrin et tout machin, pourquoi pas. C'était assez... C'était un peu bizarre le coup de la hache, mais ça marchait bien, donc pourquoi pas. Et surtout, coïncidence, c'est que alors que tout le monde devait être juste un peu blessé pour faire peur plus, et pour les pousser en gros à se lancer vraiment dans l'aventure et arrêter de rester glandé à l'hôtel, c'est qu'il y a un vrai tueur qui s'est glissé au même moment et qui a failli tuer du coup Nynaeve. Donc coup de hasard ou pas, est-ce que c'est justement Moghedien qui fabrique les hommes gris là, qui espionne Selene et qui savait que Selene allait faire ça, ou est-ce que c'est carrément, je sais pas, le ténébreux qui a senti qu'elle canalisait sa magie pour faire ça et qui a dit en gros je sais pas, mais il y a forcément un truc par rapport à cette coïncidence, c'était un peu trop beau, un peu trop gros, et du coup ça nous a introduit un nouveau personnage qui sera la nouvelle antagoniste, un peu ce qu'était Selene ou même machin. Ah putain, j'ai encore oublié son nom, celui qu'on prenait pour le ténébreux dans la première saison et qui du coup est mort à la fin de la saison 2. Ishmael, bref, je sais plus. Et du coup, ça va être la nouvelle méchante de la saison, même si elle fait pas tant peur que ça. Ok, elle transforme des mecs en hommes gris, elle leur vole leur âme ou que sais-je. Ok, je trouve qu'il y a plus effrayant, même si le fait qu'elle fasse un peu la marionnettiste, ça peut amener pas mal de twists intéressants, même au niveau des batailles et tout, donc pourquoi pas. Je trouve que ça amène à un truc toujours un peu plus noir et tout, donc ça, aucun souci à ce niveau-là. Et donc, après tout ça, le groupe va se séparer pour chacun aller suivre leur côté, comme je disais, faire avancer leur intrigue à chacun, et Rand, du coup, part
enfin à Tyr, sauf qu'en fait non, puisqu'il a décidé, au lieu d'aller à Tyr récupérer son épée qui va lui permettre justement d'accomplir la prophétie et de s'emparer de Tyr, qui va devenir son premier royaume avec la forteresse, machin, tout ça, il décide d'aller chez les Aiel, donc la famille de sa mère, ses ancêtres entre guillemets, et le peuple du coup des 3 guerrières là qui sont avec lui, parce que il a une existence dans leur culture à eux aussi, je me rappelle plus le nom qu'ils utilisent, mais en gros voilà, il va aller chez eux, il va probablement passer des épreuves ou en gros prouver sa valeur pour avoir cette armée avec lui avant d'aller à Tyr. Là encore une fois, je sais pas si c'est dans cet ordre là aussi dans le bouquin, tout ça, mais ça fait un peu on stole et puis on essaye d'aller contre le destin, alors que dans tous les cas son destin c'est d'aller à Tyr. Espérons juste que c'est pas sur ça que ça va se finir et qu'on aura un peu plus palpitant que juste retirer une épée d'un rocher. Mais voilà, intéressant, même si justement ça me fait penser, cette histoire d'épée dans le rocher, que j'ai un peu peur que ce soit pas les moments les plus épiques de la série, soit pas ceux avec Rand pour le coup, à part peut-être ou dans un final assez épique, mais je me dis que c'est chacun va vivre un peu des batailles ou des trucs assez fous, et que Rand au final lui va plutôt suivre sa voie jusqu'à un peu son destin, peut-être un affrontement final avec les réprouvés qui sont encore à sa recherche comme Moghedien ou quoi. Mais voilà, je pense que tout va pas porter sur les épaules de Rand comme dans les saisons précédentes au final, sauf quand on en a besoin du dragon, voilà quoi. Et pour finir, petite blagounette de Matt qui compare la tour à un engin masculin, comme c'est étonnant, un groupe de femmes qui a besoin de montrer leur virilité avec un faux phallus. C'est bizarre, mais en même temps, c'est à la fois étonnant parce que je suis pas convaincu qu'une vraie société créée par des femmes aurait fait ça, surtout dans une société un peu plus médiévale, entre guillemets, fantastique. Mais d'un autre côté, dans notre société à nous, de la manière dont on peut voir les choses, effectivement, c'est assez logique que ce soit écrit de cette manière-là et designé de cette manière-là. Et je trouve que la petite blague était assez drôle, un peu méta. Donc voilà, je voulais en parler vite fait avant de terminer la vidéo. Donc j'ai à peu près fait le tour, je pense, de cet épisode. Au pire du pire, je parlerai si j'ai oublié des choses dans la vidéo qui arrive demain. Si tout va bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison qu'il y ait un souci, donc qui arrive demain avec les épisodes 2 et 3. N'hésitez pas donc encore une fois à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Dites-moi ce que vous pensez de ce format, si vous préférez qu'on combine tout, qu'on fasse pour les prochaines, que je fasse épisode par épisode. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Un petit like si la vidéo vous a plu, l'abonnement évidemment, et sur ce, je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye.